On a 2 tables rondes cet après-midi. Madame Potier le disait, la première va porter sur la démocratie, la deuxième sur la mise en valeur de notre patrimoine. Le musée nous donne la chance de réfléchir. On n'est pas dans l'urgence en ce moment, on va avoir le temps de débattre. Il n'y a pas le feu. Euh, mais il y a eu le feu il y a 175 ans. Vous en parlez déjà depuis plusieurs heures. Donc, ce sera le point de départ pour réfléchir à la démocratie. Parce que ce feu-là, on l'a constaté dans le contexte de l'Empire britannique, la marche vers la démocratie ne s'est pas toujours faite sans embûches. La destruction délibérée du Parlement en 1849 nous l'a démontré, mais ça fait partie de notre histoire, l'histoire de l'établissement de la démocratie, et on l'enseigne peu, pourtant, on y reviendra. Dans le contexte où le monde politique vit, on dirait, de grandes turbulences, le feu au Parlement nous donne l'occasion de réfléchir à la démocratie. Est-elle solide? Est-elle fragile? On a pour penser à ces questions-là, fort importantes, fort actuelles, 4 panélistes impressionnants. Éric Bédard, que vous avez à votre gauche, est professeur à l'Université TÉLUQ, membre de l'Académie des lettres du Québec, auteur de plusieurs ouvrages consacrés à l'histoire du Québec, dont Les réformistes. De 2015 à 2023, il a animé la série « Figures marquantes de notre histoire », diffusée sur la chaîne MaTV. À ses côtés, vous avez Valérie-Anne Maheu, titulaire de la chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires, professeure au département de sciences politiques de l'Université Laval. Ses recherches portent sur la participation citoyenne, l'éducation, la démocratie et les inégalités politiques. Bonjour Valérie-Anne. Marc Chevrier est professeur de sciences politiques au sein de l'Université du Québec. Il a publié aussi plusieurs ouvrages, dont L'Empire en marche et La République québécoise. Et le dernier, mais non le moindre, Jean Lachapelle, professeur au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Ses travaux portent sur les régimes autoritaires, la démocratisation et la politique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Bonjour à tous. J'aimerais commencer justement sur le feu au Parlement. Ce sont les Tories qui ont brûlé le Parlement. Une question qui est simple et complexe à la fois. Pourquoi ils s'en prenaient à qui? Pourquoi ont-ils brûlé le Parlement? Éric Bédard, je vais commencer avec vous. Merci. Merci, Madame l'animatrice. Bonjour tout le monde. Merci Louise Potier et les organisateurs de ce colloque. J'ai énormément appris de choses. C'est passionnant, notamment tout le volet archéologique. Écoutez, Madame Blais-Morin, nous sommes un peu au terme de ce colloque et ça a bien été expliqué. Je pense que j'apprendrai rien aux gens qui sont ici que, en fait, les Tories en avaient contre un gouvernement réformiste dirigé par un Canadien français, Louis-Hippolyte Lafontaine, allié avec Robert Baldwin, mais c'était quand même le maître d'œuvre. Et ce gouvernement, donc déjà là, ça choquait un papiste, un catholique qui est à la tête d'une colonie britannique. Donc, ça choquait déjà d'emblée. Et ce gouvernement adoptait, sanctionnait le jour de l'incendie la loi sur les indemnités de ceux qui avaient participé aux troubles de 1837-38. Il y avait une loi semblable qui avait été adoptée par le Haut-Canada sans trop de problèmes. Mais là, l'adopter pour des Canadiens ou des gens du Bas-Canada, ça choquait beaucoup les Tories. Et voilà. Donc, c'est une montée de la tension. Justin Dubé l'a bien montré. Est-ce qu'il est ici toujours, Justin? Il l'a bien montré hier. C'est une montée de la tension qui commence au début des années 1830, notamment avec les affrontements, les émeutes de 1832, qui vont se poursuivre avec les événements que vous connaissez en 37-38. Et 1849, c'est comme un peu l'ultime affrontement qui dégénère et on est il y avait eu déjà des épisodes de violence, mais là, ça connaît son paroxysme. Et c'est dans ce... Voilà. Pour répondre à votre question, c'est ça, mais je pense que je n'ai pas appris grand-chose. Mais voilà, je réponds à vous, à votre question. Est-ce qu'on trouve aujourd'hui des événements qui peuvent ressembler à ce qui s'est passé au Parlement en 1849?
je ne veux pas vous mettre des mots dans la bouche, mais est-ce qu'on peut faire des parallèles entre ce qui s'est passé aujourd'hui, le 6 janvier, aux États-Unis, et ce qu'on a vécu il y a 175 ans? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre cette balle au bon en premier? Effectivement, on peut voir des parallèles entre ce qui s'est passé le 6 janvier, donc au Capitole aux États-Unis, mais on a vu aussi au Canada et même à Montréal des moments où ces tensions, comme Éric le disait, ces tensions qui montent, qui s'accumulent, explosent dans certains moments de violence. Donc on a vu pendant une certaine période certains fonctionnaires dans la fonction publique occuper l'hôtel de ville de Montréal, donc il y a quelques années. On a vu le convoi de la liberté à Ottawa, donc les gens qui occupent, qui monopolisent les rues de la ville et potentiellement ça aurait pu prendre d'autres proportions sur l'intervention de certains autres fonctionnaires donc de la fonction publique. Mais on peut voir que il y a des insatisfactions, il y a des oppositions d'idées. Donc là, Éric le présentait. Donc il y a certains groupes qui prennent le pouvoir. Est-ce qu'il y a une écoute, un dialogue entre les différentes factions? Est-ce que tous les groupes de la société, donc les groupes de citoyens, se sentent représentés par les élites politiques, par les institutions? Se sentent inclus dans la législation. Et s'il y a un trop grand fossé entre ce que peut vivre la population, comment la population s'exprime sur ses préférences politiques, sur ses positions politiques, sur ses besoins en termes de politique publique. Donc là, on parlait de réparation, etc. Donc, s'il y a un fossé qui se crée et qui se maintient trop longtemps, on peut voir des explosions. Donc effectivement, on a vu ça à Montréal, comme je le disais, on a vu ça à Ottawa, on a vu ça aux États-Unis et dans d'autres pays européens. Donc ces montées de tension, quand les élites politiques n'y répondent pas, peuvent potentiellement dégénérer. Donc, est-ce que vous avez l'impression, par exemple, que ce qui s'est passé avec le convoi de la liberté ou le 6 janvier, c'était des gens qui ne se sentaient pas suffisamment représentés dans la population, d'où la marmite a explosé, c'est ça? Ben, effectivement, je pense qu'il y a des gens qui voulaient être entendus, qui voulaient être vus. Et en démocratie, on a plusieurs manières, les citoyens ont plusieurs manières de s'exprimer ou d'être représentés. Et donc, la représentation politique, le fait de déléguer une partie de sa voix, de son pouvoir aux élus, donc aux gens qui sont au Parlement, à l'Assemblée nationale, est une manière de s'exprimer. Mais si ce lien est brisé, ou si les citoyens sentent que ce lien de représentation et d'expression est brisé, ils peuvent prendre de même la rue, le Parlement et opter pour des options de démocratie directe. Donc vraiment, l'opposition entre la démocratie représentative à travers un représentant et directement quand le citoyen interpelle les pouvoirs publics et ses concitoyens aussi dans la sphère publique. Peut-être pour rebondir, donc je suis tout à fait en accord et puis j'ajouterais que peut-être un élément qu'on a vu aux États-Unis lors des émeutes du 6 janvier et puis lors des émeutes du Parlement en 1849, il semble y avoir eu une instrumentalisation des élites de ce ressentiment et de ce manque d'inclusion. Donc, ce qui est aussi un élément important, c'est est-ce que les élites sentent un intérêt ou un besoin d'instrumentaliser ces tensions, en fait. Et puis, on l'a vu malheureusement aux États-Unis lors des émeutes du Capitole. On a vu que certaines élites étaient incapables de dénoncer les actes de violence et d'autres les ont fortement encouragés. Et il y a un rôle à jouer aussi des élites, en fait. Donc, c'était mon ajout. Après l'incendie au Parlement, ça n'a pas stoppé la marche vers la démocratie. En 1849, cette marche-là vers la démocratie s'est poursuivie. Est-ce que vous avez l'impression que on a senti à un certain moment que ça pouvait être compromis, qu'il aurait pu y avoir un risque que cet événement-là dégénère,
tourne très mal, vire, je ne sais pas moi, en guerre civile. On aurait pu, par exemple, jeter l'armée pour essayer de contrer ces événements, puis peut-être que l'histoire aurait été différente. Éric Bédard, et après ça, Marc Chevrier. Écoutez, hier, on s'est interrogé sur pourquoi, et ça, c'était la réflexion très intéressante de Patrice Groux, est un non-lieu de mémoire. Pourquoi 1849, l'incendie, est un non-lieu de mémoire? Et là, je pense qu'on a peut-être là, dans votre question, dans votre préambule, on a un peu les éléments de la réponse, c'est-à-dire qu'il faut se mettre à la place des réformistes canadiens-français qui sont maintenant aux manettes, là. Et c'est ce qu'ils souhaitaient. Ils souhaitaient un gouvernement responsable, mais responsable aussi du patronage. Je ne sais pas si Christian Blais est là. Alors, ils avaient leur interprétation de ce qu'était le gouvernement responsable, en effet. Et là, ils étaient aux manettes, ils faisaient les nominations, ils avaient un gros agenda de réforme, la justice, en éducation, réforme du système seigneurial, un gros... et la génération réformiste, parmi laquelle on retrouve beaucoup d'anciens patriotes, La Fontaine en était un, mais il y en avait d'autres. Ces gens-là ont eu vraiment l'impression qu'en 1840, en 1838, 40, 41, on a frôlé le désastre. Ils avaient vraiment cette idée que on est sur le bord du précipice. Et vous avez Étienne Parent, par exemple, qui va être emprisonné, qui va sortir à moitié sourd d'une prison insalubre de Québec et qui écrit « C'en est terminé. C'est terminé pour nous, les Canadiens français ou les Canadiens, comme on disait à l'époque. On va devoir s'assimiler graduellement. » Il y avait une noirceur, il y avait une déprime, il y avait une morosité avec les exilés qu'on sait, avec les pendaisons, avec les prisons, avec... Bon. Et là, ils vont s'aligner sur cette espèce de programme réformiste de dire on va jouer le jeu du régime, on va essayer d'en tirer le maximum et on va miser sur ce gouvernement responsable tel qu'eux le comprenaient. Et une fois qu'on l'aura, ça va aller mieux. Et même, il y avait des phrases, et quand finalement ça fonctionne comme ils le souhaitent, à partir de 1848, pour eux, voilà, c'est une page qu'on tourne. Enfin, on est dans notre agenda, on est aux manettes, on va pouvoir opérer les réformes qui nous sont chères, et c'est un peu la tendance dominante. Alors qu'il y a une opposition chez les Canadiens français qui se prépare, qui est celle des Rouges, mais qui sont vraiment à leur début. Ils vont fonder l'Institut canadien. Ils sont tout jeunes, ils ne sont pas encore bien organisés. Papineau revient seulement en 1845. C'est un peu une sorte de chef tutélaire, mais ce n'est pas un vrai chef de parti, avec un parti avec, vous savez ce que je veux dire, une infrastructure, des membres. Alors, donc, le discours dominant des réformistes, c'est de dire, on a réussi, on a des réformes, on va de l'avant. Et là arrive cet événement. Donc, c'est complètement dissonant par rapport à comment eux voient la séquence des événements. C'est complètement dissonant, là. Pour eux, ils voient ça comme une sorte de retour à 1838, à la limite. Là, on revient avec cette violence, avec ces affrontements, alors qu'on s'était aligné sur une traque depuis 1842 à peu près, et enfin, on y arrive. Donc, c'est pour ça que probablement c'est devenu un non-lieu de mémoire. Parce qu'il y avait énormément de gens qui avaient intérêt à ce qu'on ne s'attarde pas trop à cet événement-là, à ce qu'on mette ça derrière nous et qu'on continue sur notre aire d'aller. Hein? La question, par contre, et là, ça pourrait être un autre tour de parole, c'est pourquoi, par exemple, beaucoup plus tard, mais ça, c'est peut-être un autre sujet, les souverainistes ne se sont pas emparés de cet événement, ne l'ont pas mobilisé dans leur discours pour appuyer, soutenir l'idée que vous voyez bien que les Canadiens français, les Québécois, on n'est pas à notre place ici. Ça, c'est un autre sujet, mais j'y répondrai dans un autre tour, si vous voulez. Non, on pourra y revenir. Oui. On pourra y revenir. Mais Marc Chevrier, est-ce que on a eu, en 1849, Éric Bédard dit on était sur une lancée. Gouvernement responsable, démocratisation. Et on assiste à une cassure en 1849. Est-ce que ça aurait pu être cassé pour de bon? Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas justement, ça ne s'est pas arrêté là et qu'il y a eu une poursuite vers la démocratisation? Il y a plusieurs questions qui ont été posées depuis le début de cette table ronde et je ne m'avancerai pas trop sur la spéculation historique. Est-ce que l'histoire aurait pu être autrement? Bon, on peut imaginer bien des scénarios. Oui, mais il me semble très important dans cette affaire. Moi, je ne suis pas un historien, même si j'adore l'histoire. Je l'utilise beaucoup dans mes travaux, mais bon, je n'ai pas la qualité d'historien.
Mais en tant que politologue, j'aime bien qualifier les événements. Et je crois que la qualification des événements est très importante. Je constate qu'un des termes le plus souvent utilisés pour décrire l'incendie, on parle d'émeute. Et on parle d'un événement. Alors que pour moi, il y a un ensemble d'événements. Il y a en fait au moins 4 mois de régime que certains historiens ont qualifié de terreur qui existe à Montréal. Le gouvernement ne fonctionne pas. Il n'est pas aboli, il n'est pas décapité, mais il ne fonctionne pas normalement. Et un des critères de l'État, en théorie, c'est qu'il exerce le monopole de la violence légitime. Or, pendant ces 4 mois, donc de la fin avril 1849 à août, et cette période se termine notamment par la tentative d'assassinat contre La Fontaine dans sa maison, sa résidence, qui est assiégée par des fanatiques. Donc, c'est quand même ces 4 mois donc, forment un ensemble qu'il faut qualifier. Et le gouvernement ne fonctionne pas. La violence légitime qui devrait être exercée par l'armée, le corps de police, il y avait un petit corps de police à Montréal, ça ne fonctionne pas. Alors, comment qualifier cette chose? Je suis tombé par hasard sur un ouvrage que j'avais dans ma bibliothèque, une histoire du Canada, écrite par un Français, publiée dans les années 60. Il traite très peu de cet événement, mais je suis tombé sur un passage qui me fait réfléchir. Il décrit cette période comme une rébellion Tory dans le Bas-Canada. Je crois que le terme de rébellion est intéressant, mais peut-être pas suffisant, peut-être pas adéquat. On a évoqué déjà, Éric l'a fait, les événements de 1837-38. On les décrit tantôt comme des troubles, tantôt comme des rébellions. Moi, j'irais beaucoup plus loin. C'était une guerre. Et je ne suis pas le premier à l'avoir dit. Il y a quelqu'un de plus important que moi qui le dit bien avant moi, c'est John Stuart Mill, qui, dans un texte magnifique, a décrit pourquoi les événements du 137-38 ont été une véritable guerre, une guerre d'émancipation, qui s'est terminée par la défaite des patriotes. Mais allons plus loin encore. C'était une guerre, mais en fait beaucoup plus complexe qu'on croit. Un historien que Éric connaît bien, Maurice Séguin, a dit qu'en fait, du 137-38, c'est une période marquée par 2 soulèvements. Un soulèvement patriote et un soulèvement Tory. Il ne faut pas oublier que la société bas-canadienne, à l'époque, connaissait un phénomène de militarisation assez généralisé. Dans une partie de la société, il y avait des milices, et notamment du côté anglais. Et à l'époque, quand on disait anglais, on distinguait même à l'époque les Écossais, les Irlandais, des Anglais. Donc, ces milices ont joué un rôle très important. Il y avait des sociétés, donc l'une des plus fameuses, le Doric Club, précédée par le British Rifle Corps. Donc, il y avait une culture militaire. Il y avait même un idéal du citoyen en armes, prêt à défendre la loyauté à la couronne, loyauté qui était bafouée par ces traîtres qu'on désignait chez les Canadiens de l'époque. Donc, d'une certaine façon, pour moi, 1849, c'est comme une seconde secousse sismique après le premier tremblement de terre de 1837-38, qui fut, si on accepte l'analyse de Mill, une forme de guerre. Et c'est donc une guerre, on pourrait dire, à retardement. Et si on sort du contexte canadien, 1848-49, c'est une période importante dans l'histoire, on parle de la démocratie. Pourquoi? C'est l'époque qui correspond à l'éveil des nationalités en Europe. Il y a eu la fameuse Révolution française de février 1948, et il s'ensuit, dans toute l'Europe, dans plusieurs capitales, d'autres révolutions populaires contre des monarchies, des empereurs, etc. Et la plupart de ces révolutions se terminent mal. Elles sont en fait jugulées par des répressions qui vont, dans certains cas, ne pas se déployer dès 1848, mais vont se faire plutôt en 1849. Une des conséquences malheureuses, d'ailleurs, de ces répressions, ça a été, par exemple, la tentative de fonder dans les États allemands un véritable État fédéral, une première unité. Et on a payé chèrement cet échec de démocratie en Allemagne. Et donc, ce qui me fait voir donc 1849 comme quelque chose d'assez étrange. C'est un peu comme s'il y avait eu ici une contre-révolution, mais sans révolution.
C'est-à-dire, il y a eu une réplique Tory en 1849 qui s'est déployée pendant presque 4 mois, où l'État ne fonctionnait pas vraiment, même s'il n'était pas totalement effondré. Et cette réplique Tory n'a pas comme telle eu à répondre à une première évolution, comme on en a vu en Europe, après celle de la Révolution française de février 1848. Et je pourrais terminer en vous lisant un appel. On sait que, dans les événements qui ont conduit à l'émeute, enfin à l'émeute incendiaire, il y a eu ce texte publié dans des gazettes, qui était vraiment un appel lancé aux anglo-saxons, c'est le terme qu'ils utilisent, pour prendre les armes ou à tel moins se rassembler pour défendre leurs droits. Alors, juste lire, ça ne sera pas très long, ce qui est écrit. C'est une traduction française. « Écoutez-nous, anglo-saxons. Vous devez vivre pour l'avenir. Votre sang et votre race seront désormais votre loi suprême. Si vous étiez vrai à vous-même, vous serez anglais, dussiez-vous n'être plus britannique. À qui et quelle est votre allégeance maintenant? Que chaque homme réponde pour lui-même. Le pantin entre les mains de La Fontaine doit être rappelé, le pantin c'est Lord Elgin, ou repoussé par le mépris universel du peuple. Dans le langage de Guillaume IV, qui était le roi d'Angleterre, le Canada est perdu et livré. Une multitude doit s'assembler sur la place d'Armes ce soir à 8 heures. Anglo-saxons au combat, l'heure est arrivée. Pourquoi je cite cet extrait-là? C'est que j'ai comme l'impression de réentendre la cassette qu'un personnage qui a déjà été nommé ici, je crois, Adam Thom, a lancé avant les rébellions. Adam Thom, c'est pour moi le penseur du tourisme canadien, même s'il n'a pas vécu très longtemps dans la colonie, parce qu'il est arrivé vers 1832, et il va animer les pages du Montreal Herald, et il va écrire sur le pseudonyme de Camillus, un dictateur de la Rome antique, plusieurs lettres qu'on va réunir qui vont s'appeler les Anti-Gallic Letters, qu'on pourrait traduire par les lettres anti-gauloises. Et là, on voit dans une prose qui est assez belle, j'avoue que quand on lit ce texte, on est étonné. C'est magnifique, mais magnifique de haine, magnifique d'animosité. On parlait d'émotion tout à l'heure. Oui, il y a de l'émotion, mais il y a aussi des idées très, très précises, une conception de la Constitution britannique qui est énoncée. Et il y a cette idée que le Canada, à l'époque, est sur le bord de la guerre civile. Les Anglais doivent être prêts à prendre les armes, quitte justement à défendre leurs droits contre les gouverneurs britanniques qui, eux, font des compromis honteux avec les Canadiens. Et qualifié de pantin, ce Lord Elgin, par le fait même, par ce groupe, vous avez dit, prêt à prendre les armes s'il le faut pour défendre leur vision de l'Empire britannique. Mais finalement, je reprends ma question, puis je sais qu'Éric Bédard veut répondre. Ça ne s'est pas stoppé là. Et Lord Elgin n'a pas non plus essayé d'en faire un autre trouble 1737-1738. Il n'a pas envoyé l'armée. Il a essayé de garder le calme, comme si cette marche vers la démocratie, elle était bien entamée. Comme s'il ne pouvait pas être stoppé si facilement. Éric Bédard, rapidement, puis après ça. Oui, juste pour compléter exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai parlé des réformistes canadiens-français, donc c'est dissonant, cet événement, par rapport à ce qu'ils veulent faire, puis par rapport à l'élan qu'ils veulent donner. Mais du côté anglophone, il faut bien le rappeler, tout le monde ne pense pas de la même façon, c'est très important de le rappeler. On a chahuté le représentant de la reine, c'est quand même incroyable. Des gens qui se disent les loyaux par-dessus loyaux chahutent le représentant de la reine. C'est là, on a parlé de paradoxe hier dans le mouvement Tories. Donc, évidemment, pour une portion significative, soit des conservateurs modérés, les futurs qui vont être dans la lignée d'un John A. Macdonald qui va dire oui, il faut s'entendre avec nos vis-à-vis canadiens-français, mais aussi des libéraux anglophones qu'on retrouve ici, mais qu'on retrouve aussi dans le Haut-Canada. Ce type de violence était inacceptable. Il était totalement inacceptable. Mais ça va être quand même en même temps une sorte d'électrochoc qui va mener à un rapprochement, en tout cas du point de vue des conservateurs.
Et chez Tories, ils étaient évidemment dans le ressentiment, dans la haine. Ils avaient le sentiment d'être incompris par le gouvernement britannique. N'oublions pas aussi l'abolition des Corn Laws, 1846, donc libéralisation des échanges sur l'aspect du blé, mais c'est important puisque ils comptaient beaucoup là-dessus. C'est un tarif préférentiel. Et ça voulait dire aussi peut-être la nécessité de l'ouverture du marché américain, ce qui était une abomination pour eux de se rapprocher. Ça va mener à l'entente de réciprocité un petit peu plus tard. Donc, il y avait une forme de détresse, de sentiment d'être incompris. Et en effet, ce que tu as dit là, sur la rébellion, c'était le titre justement de la présentation de Justin Dubé, les rebelles, les Tories. C'est exactement ça. C'est une forme de rébellion, mais à l'intérieur d'un groupe et qui ne va pas être suivi, qui était assez confiné aux marges les plus extrêmes. J'aimerais vous entendre. Éric Bédard a mentionné cette parenthèse-là, cette dissonance dans la marche vers la démocratie, on en parle peu, on l'enseigne peu. Moi, j'ai appris toutes sortes de choses en préparation de cette table ronde, puis pourtant, j'ai eu des cours d'histoire. Donc, pourquoi, et je vais questionner les autres panélistes, pourquoi on ne met pas en valeur cette histoire qui fait partie de notre histoire démocratique au Canada? Valérie-Anne, je commencerai avec vous. Donc, on a toujours un peu cet idéal-là, et même dans la littérature en sciences politiques, on a eu un peu ce mythe-là du progrès démocratique, de cette inévitable marche vers le progrès, la consolidation, etc. Et en fait, si on regarde l'histoire, les histoires aussi, parce qu'on ne parle pas juste du Canada, du Québec, on voit que le développement démocratique n'est pas linéaire. Ce n'est pas une ligne droite, ce n'est pas juste une ligne vers l'avant, qu'il y a des fois des routes plus sinueuses, qu'il y a des fois des reculs, des glissements. Mais tout à l'heure, vous faisiez référence à cette rupture ou ce point de rupture qui aurait pu être une rupture. Et effectivement, des fois, on regarde aussi le 6 janvier, on peut se dire, il y a des moments où on voit la démocratie trébucher. On voit la démocratie se heurter à des épreuves, à des crises. Donc, dans l'introduction de Louise Potier, par rapport au travail que vous faisiez, Madeleine, vous avez couvert des crises. Et la démocratie, les élites, les institutions sont confrontées en permanence à des crises. Mais, là, vous faisiez référence à 1849, des événements de violence. Ces événements, je dirais, un tant soit peu traumatiques d'un point de vue de la mémoire historique nationale, peuvent être plus, je dirais, troublants. Comme je disais, on a ce mythe-là, cet idéal-là de développement, de progrès démocratique continu, et donc de se rappeler qu'on a chuté, qu'on a trébuché, qu'on a eu des moments difficiles. Des fois, c'est peut-être des moments qu'on n'a pas envie de se rappeler. On a tous des moments personnels dans nos vies. Hein, on a fait des erreurs. C'est pas là-dessus qu'on a envie de se remémorer au jour le jour. Dans l'histoire nationale démocratique, c'est un peu la même chose. Sauf que je pense qu'il y a des moments où comme ce qu'on fait aujourd'hui ici et ce qui a été fait hier, de se rappeler, d'analyser ce genre de moment, de point de jonction qui aurait pu être un point de rupture, pour comprendre ce qui s'est passé et nous faire réfléchir que ce genre de moments peuvent se répéter. On l'a vu, on a fait le parallèle, 1849, 6 janvier. Nous ne sommes pas immunisés contre d'autres épreuves, d'autres crises. Et donc, je pense que c'est, même si on n'y revient pas avec plaisir, c'est un moment pour se conscientiser, se sensibiliser à l'importance d'investir, de porter attention à la démocratie de manière continue. Et sur ce, je donnerai la parole à Jean. Jean, j'appelle Louis. Oui, sur l'importance de la mémoire. En effet, on a l'impression, comme Valérie-Anne l'a mentionné, que la démocratisation, c'est
un processus inéluctable, et puis c'est la fin de l'histoire. Et puis c'est l'impression qu'on avait en particulier après la chute de l'Union soviétique. Il y avait la fameuse thèse de la fin de l'histoire de Fukuyama, et donc il y avait un grand optimiste. Et puis on s'aperçoit depuis les à peu près 10 dernières années qu'il y a soit un plateau ou soit un déclin dans la qualité de la démocratie dans le monde, donc dans le nombre de pays qui sont démocratiques. Et si c'est un plateau, c'est peut-être rassurant, mais ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'on voit des déclins démocratiques dans des pays où on pensait que la démocratie était vraiment consolidée. Donc, des exemples, on a mentionné les États-Unis, par exemple, où il y a vraiment eu une menace à l'ère de Trump là, contre les institutions démocratiques, alors que les États-Unis, c'est le berceau de la démocratie moderne, dans un sens. Mais plus loin de nous, en fait, on pense à des pays comme l'Inde, par exemple, qui connaît un déclin démocratique depuis quelques années. Ils ont des élections cette année, justement. L'Inde qui est devenue le pays le plus peuplé au monde aussi, qui est un poids démographique très important, qui a connu une période presque ininterrompue, à part une période d'interruption dans les années 1970, de démocratie depuis son indépendance. Donc, un exemple exemplaire de démocratie qui a connu récemment, il y a des inquiétudes, attaques contre les journalistes, etc., etc. On voit la même chose en Hongrie, en plein cœur de l'Europe. On voit un pays industrialisé, avec une économie avancée, où on a vu un déclin démocratique, et aujourd'hui, il y a un parti qui a essentiellement monopolisé l'espace politique. Et donc, sans vouloir être alarmiste, évidemment, il faut justement s'apercevoir que la démocratie, c'est un combat, et puis il faut toujours demeurer vigilant. Et puis parfois, ces mythes, ou ces mythes de fondation nationale, qui sont axés sur la cohésion, l'entente et tout, c'est très bien, mais parfois, il faut aussi se rappeler d'où vient cette entente, d'où vient cette cohésion, en fait. Donc, les événements comme 1849, qui ont éventuellement mené à la démocratisation, ont été un traumatisme. Et puis c'est bien de se rappeler du traumatisme lui-même un peu pour essayer de comprendre les risques qu'on a réussi à éviter. Et donc, un événement comme aujourd'hui, c'est vraiment un événement important, selon moi, pour essayer d'ouvrir un pan de l'histoire comme... En fait, comme vous, j'ai eu des cours d'histoire, et puis je n'étais pas très au fait de ce pan important de ma propre histoire. Et donc, félicitations au musée pour organiser ça. Merci. Marc Chevry. Peut-être une petite anecdote. Ce n'est pas la première fois où je suis convié à un événement autour de l'incendie. J'ai fait l'expérience il y a quelques années de la visite d'une installation faite par un artiste dont je ne me souviens plus du nom, qui voulait justement commémorer cet incendie à sa manière. Et ce qu'il avait fait, il avait construit une installation en bois très sommaire qui figurait de manière très symbolique, donc le Parlement incendié. Et ce qu'il avait frappé dans cet événement en tant qu'artiste, c'était justement la disparition de la mémoire, et disparition qui est symbolisée par le fait que cet incendie a été l'incendie non seulement d'un lieu de débat parlementaire, le siège du pouvoir législatif et exécutif, mais aussi l'incendie d'une bibliothèque qui contient la mémoire de tout un peuple. Et lui a voulu symboliser la chose en écrivant sur des bouts de papier des extraits d'ouvrages qui auraient appartenu à cette bibliothèque. Et ce qui m'avait frappé en visitant son installation, c'est que oui, bien sûr, il y avait des titres d'ouvrages datant de la Nouvelle-France ou venant d'un fonds français, mais l'artiste avait insisté pour ajouter également des ouvrages écrits en anglais qui, évidemment, existaient dans la bibliothèque. Donc, il y avait des ouvrages de jurisprudence anglaise, des grands classiques de la littérature anglaise. Tout ça a brûlé pêle-mêle. Ce qui m'a fait penser que finalement, l'incendie du 25 avril 1849 a été également un bibliocide.
une atteinte, une portée à la mémoire, qui probablement n'a pas été volontaire. Je ne crois pas que les incendiaires aient visé comme tel une bibliothèque. Ils n'avaient peut-être pas pensé à ce qu'ils allaient faire comme tel. Mais ça a été à tout le moins le résultat de tels gestes. Donc, la perte de mémoire est liée aussi au fait qu'on a détruit matériellement ce qui permet la transmission de la mémoire, c'est-à-dire toute une bibliothèque qui contient finalement des références à deux grandes cultures, française et anglaise. Mais est-ce que je terminerai sur cette boutade que certains connaissent, une phrase attribuée au premier ministre Mackenzie King, qui disait « Le Canada est un pays pas très fort en histoire, mais fort en géographie. » Je vous dirais, c'est peut-être une phrase que je lance à la volée, est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça aussi dans la culture canadienne, au fond, une certaine amnésie volontaire? C'est-à-dire, au fond, on n'est peut-être pas très fort en histoire au Canada, on n'insiste pas trop sur les épreuves du passé, peu importe. Regardons vers l'avenir et justement, la géographie, c'est un grand espace, celui du présent qu'il faut occuper. Est-ce qu'il y a un peu ça aussi dans la culture canadienne dominante, une certaine amnésie volontaire? C'est une question que je pose. Est-ce qu'on est fort en géographie? Non, c'est une blague. C'est une autre question. Oui. Moi, je vais rebondir sur ce dont Jean parlait, donc en termes de recul démocratique. Donc, en sciences politiques, en ce moment, c'est un grand débat. Y a-t-il vraiment un recul démocratique? Et donc là, Jean faisait référence à différents pays dans le monde où, effectivement, on était arrivé à un stade de développement démocratique qui était, somme toute, on pensait important et stable et acquis. Et là, on recule. Et ce qui m'amène à un point qui est quand même important, c'est souvent on parle de démocratie, de régime autocratique comme de manière binaire. On est démocratique ou on est autoritaire. Et non, et en fait, il y a un continuum. Et donc, on va vers une plus grande qualité de la démocratie, des démocraties plus ancrées, consolidées, plus vibrantes, plus participatives. Et des fois, on glisse vers des régimes plus autocratiques ou autocratiques dans certaines dimensions de la vie démocratique. Et des fois, certains pays autocratiques se démocratisent dans certaines de leurs dimensions. Donc vraiment, ici, on voit qu'il y a un voyage qui se fait sur un continuum entre régime autocratique et démocratique. Mais sinon, un point de vue, je dirais, plus temporel et au niveau démocratique, si on pense à est-ce que dans les démocraties occidentales, donc comme on a au Québec, au Canada, a-t-on des signes de recul démocratique? Et donc là, on a un grand débat dans la littérature en sciences politiques entre quelque chose qui sera familier à beaucoup d'entre vous, entre le camp du oui et le camp du non. Et donc, dans le camp du oui, il y a ceux qui pensent que oui, on a des indicateurs clairs de recul démocratique. On voit que dans beaucoup de pays occidentaux, il y a plus de soutien aux partis populistes, plus de soutien à des candidats et partis anti-système. On voit que les citoyens ont moins d'attachement partisan avec des partis politiques. On voit qu'il y a moins de membership dans les partis politiques, donc les gens s'engagent moins à travers les véhicules de la représentation démocratique. Et aussi, on voit qu'il y a de plus en plus de polarisation affective. Donc là, je fais un peu un écho à 1849, où il y avait une forte polarisation entre différentes factions, différents groupes. Et donc là, la polarisation affective, c'est le fait qu'on n'aime vraiment pas l'autre. Et là, on voit au Canada, comme dans d'autres pays, mais vraiment, genre le cas type, c'est les États-Unis, où les démocrates détestent de plus en plus les républicains, et les républicains détestent de plus en plus les démocrates. Et qu'ils ont du mal à se parler, et qu'ils ont du mal à s'endurer, qu'ils ont du mal à même socialiser dans la rue entre voisins. Et donc là, on voit vraiment des points très dramatiques. Mais un autre élément qui est donné par le camp du oui, donc du déclin, c'est qu'il y a un déclin de la participation électorale, un déclin de l'engagement des citoyens dans le processus de sélection des représentants, des délégués qui vont les représenter à l'Assemblée nationale et au Parlement. Donc là, il y a vraiment un sentiment de menace. Par contre, si on se tourne vers le camp du non, donc ceux qui disent non, il n'y a pas forcément un déclin clair de la démocratie, on regarde, oui, il y a un déclin de la participation électorale, mais si on se tourne vers les formes de participation non institutionnelle, les manifestations, la délibération citoyenne,
la participation à des budgets participatifs, les mouvements associatifs. Il y a un engagement clair et fort des citoyens dans leur démocratie, mais des fois à l'extérieur des institutions. Et un autre indicateur, c'est souvent on parle du déclin de la confiance envers les institutions. Oui, il y a un déclin de la confiance envers plusieurs institutions démocratiques. Mais la littérature nous a montré que plus on évolue dans un système démocratique, plus la démocratie devient de qualité, plus les citoyens deviennent critiques, exigeants envers leurs élus. Et donc, de ce côté-là du débat sur le recul démocratique, on se dit, si les citoyens deviennent critiques par rapport à leurs élus, est-ce forcément une mauvaise chose? S'ils questionnent leurs élus sur leurs décisions, les fondements de leurs décisions, ça démontre un certain engagement cognitif et citoyen par rapport à la chose politique. Est-ce que vous avez choisi votre camp, Valériane Maheu? Donc, pour l'instant, moi, je suis du côté du non, puis notamment parce que j'étudie la jeunesse et la participation de la jeunesse, et on voit que du côté des jeunes, il y a un soutien envers les valeurs démocratiques, que oui, des fois, il y a un manque d'appui à la démocratie quand on regarde des questions de sondage, mais que ça démontre un certain manque d'expérience politique. Les jeunes sont au début de leur carrière citoyenne, et en vieillissant et en fréquentant ce milieu, cette société démocratique, il y a beaucoup plus de confiance et d'engagement envers la démocratie. Et on voit notamment que, bien que les jeunes votent moins, en vieillissant, les taux de participation augmentent avec l'âge. Jean Lachapelle voulait réagir au camp du oui et du non. Et je donne la parole à Éric Bédard après. Un débat où on est à peu près d'accord sur la plupart des choses. Pour rebondir là-dessus, sur une note un peu optimiste, en fait, dans le camp du non, ce qu'on observe en dehors du monde occidental et de l'Europe aussi, c'est que dans certains cas, on voit un déclin démocratique. On a des inquiétudes et éventuellement, la personne qui est responsable du déclin démocratique, donc le président qui tranquillement démantèle les institutions démocratiques, perd les élections, ou le parti perd les élections. Et puis, on a vu ça notamment récemment, en 2023, lors de plusieurs élections. Et donc, il y a quand même, justement, il ne faut pas être trop fataliste et trop alarmiste, mais on l'a vu, par exemple, il y avait beaucoup d'inquiétudes en Pologne, par exemple, le parti au pouvoir, qui était un parti de droite anti-européen, qui tentait de s'inspirer du cas hongrois, a perdu les élections, aux dernières élections. Bolsonaro au Brésil a perdu les élections. Et donc, lorsque les citoyens se mobilisent et décident de voter, souvent, ils peuvent renverser des trajectoires de déclin démocratique. Et donc, justement, les choses sont un peu instables. Même en Turquie, on voit qu'Erdogan a été très menacé. Donc, le président Erdogan, qui a consolidé le pouvoir depuis plusieurs années à travers son parti, l'AKP, a été très menacé au cours des dernières élections, et lors des élections locales, le parti a très, très mal performé au cours des dernières élections. Donc, ces régimes qui sont, justement, Valériane mentionnait que c'est un continuum, démocratie, autoritarisme. Ces régimes qui sont un peu à mi-chemin, où il y a des partis qui tentent de monopoliser l'espace politique, parfois ils n'y parviennent pas, parce que les partis d'opposition poussent, la population pousse, et éventuellement ils perdent les élections, et puis ils échouent, en fait. Des fois, ils essaient d'instituer un régime autoritaire, mais c'est un échec. Et encore une fois, c'est une lutte. La démocratie, c'est jamais consolidé complètement, c'est jamais institutionnalisé complètement. C'est pas parce que c'est écrit dans la Constitution qu'on est une démocratie qu'on peut se croiser les bras et puis que c'est terminé. Oui, mais finalement, j'ai pas la science et les compétences pour répondre oui ou non de mes deux collègues qui ont étudié à fond. Je me permettrai quand même d'amener ma réponse intuitive du camp. J'ai un côté qui dirait que je pencherais du camp du non, parce que la plupart des partis populistes occidentaux, à ma connaissance, en tout cas officiellement, ne disent pas qu'ils sont contre le régime démocratique.
Ils jouent le jeu de la démocratie, c'est-à-dire du régime et des institutions. Et lorsqu'ils perdent des élections, ben, ils perdent des élections avec parfois des débordements, évidemment, dans le cas de Trump. Mais alors que dans les années 30, les gens, les populations occidentales avaient 3 options, dont 2 qui débouchaient sur une forme de totalitarisme ou d'autoritarisme très affirmé versus un régime plus libéral. On n'est pas tout à fait dans cette configuration-là en ce moment. Donc, si on veut chercher un peu de lumière, il y a peut-être de ça. Bon. Du côté du oui, par contre, j'aurais tendance à aller du côté du oui. Oui, déclin démocratique. Oui, déclin démocratique, c'est dans le côté de la polarisation affective. J'aime bien cette formule que je constate dans ma propre famille quand je réunis mes 2 enfants qui sont aux antipodes politiquement et qui passent leur souper à se traiter de nom lorsque ça dégénère. C'est-à-dire que je me rends compte que nous, moi et ma femme, comme parents, ce qu'on fait là, c'est on ne veut même pas trancher qui a raison, qui a tort. On veut juste leur apprendre à ne pas se traiter de nom, à se respecter dans leurs différences, d'accepter que l'autre peut avoir des arguments, ce qu'on appelle platement la dialectique. Je prends l'argument de l'autre, je fais du judo et je dis, mais je comprends ta sensibilité, mais tu as tort, je vais t'expliquer pour toi. On avance, on progresse, Alors ça, en effet, ça, je sens un gros problème et ça va dans le sens de ce qu'on appelle la guerre culturelle. Donc, une guerre culturelle, c'est des camps qui sont diamétralement opposés, qui ne reconnaissent pas aucune valeur à ce que l'autre camp dit. Du côté d'une certaine gauche culturelle, on dénonce une droite populiste en disant qu'ils sont forcément dans la xénophobie, dans le repli, dans le racisme. Et de l'autre côté, ce ne sont pas des vrais Québécois ou des vrais ci ou des vrais ça, donc ils sont dans le reniement ou ils sont dans... Bon, alors là, il n'y a pas de dialogue possible parce qu'on colle vraiment et là, ça, c'est inquiétant. Là, je changerai de sujet rapidement sur pourquoi on n'en parle pas. Et là, je vais aborder pourquoi les souverainistes, si je peux me permettre. Bien sûr, pourquoi les souverainistes. Vous nous êtes laissé là-dessus, oui. Voilà, je vous ai appâté. Alors là, je vais vous amener. C'est parce que, non, mais c'est une vraie question. Pourquoi, à partir des années 60, le mouvement souverainiste ne va pas s'emparer de cet événement en disant, bien, voyez bien que, bon. Alors moi, j'aurais 2 explications. La première, et je m'aligne beaucoup sur la personnalité et les idées de René Lévesque, que j'ai un petit peu étudié. La première raison, je crois, pour laquelle les souverainistes... J'ai été voir dans ce document, est intéressant parce que 1979, le livre blanc sur la souveraineté association, et il y a tout le premier chapitre est sur l'histoire. On nous raconte l'histoire. Alors, je dis, bon, très bien, qu'est-ce qu'on dit? Pas un mot sur l'incendie. Et la date de 1849 est invoquée pour dire, il y a eu quand même la reconnaissance du français. Bon. Mais on ne dit rien sur l'incendie. C'est quand même intéressant. Alors, écoutez, je pourrais en parler longtemps. 2 raisons. D'après moi, la première des raisons, c'est que pour René Lévesque et beaucoup de cette élite souverainiste qui va fonder le Parti québécois, la souveraineté, c'était l'aboutissement normal de l'évolution normale d'un peuple normal. Donc, on ne veut pas être dans le registre du ressentiment, de la vengeance. Et René Lévesque voulait absolument, était là-dessus en dissidence avec les partisans de l'unilinguisme français qu'on retrouvait au Rassemblement de l'indépendance nationale. Donc, McGill français, il n'y a plus d'institutions anglophones, tout est francisé. Il voulait conserver les droits à la minorité anglophone. Donc, de mobiliser un événement comme celui-là, ça n'allait pas dans le sens d'une souveraineté qui est un aboutissement normal et, je dirais, serein d'un peuple qui est arrivé à maturation, à maturité. Et la deuxième raison, que je vois chez René Lévesque, mais que je verrai aussi chez un Lucien Bouchard, c'est que le fond du projet, là, vous voyez, le livre blanc de 1979, c'est pas « Vive l'indépendance du Québec », là. La nouvelle entente Québec-Canada, c'était la souveraineté, trait d'union, association. C'est-à-dire qu'on se projetait que si on votait oui, eh bien, on allait s'entendre avec le reste du Canada. Bon, on peut dire que c'était naïf, tout ça, mais c'était ça le projet. Et en 1995, on revient avec l'idée d'un partenariat, un partenariat avec le reste du Canada. Donc, mobiliser à fond de train l'événement de 1849 pouvait couper les ponts pour créer cette nouvelle entente Québec-Canada ou ce partenariat avec le Canada. Et ça n'allait pas dans le sens d'un discours
apaisée de l'évolution normale d'une société qui arrive à maturité, qui fait la souveraineté. Donc, ce seraient mes hypothèses, mais peut-être que dans la salle, vous allez en avoir d'autres, mais ce seraient mes hypothèses. On va ouvrir la période des questions dans quelques minutes, mais Marc Chevrier, je ne sais pas si vous avez choisi un camp personnellement. J'enseigne parmi mes cours la pensée politique. Et j'enseigne notamment les anciens Grecs, les Romains, je vais jusqu'à la Renaissance. Et ce qui est frappant chez eux, c'est que lorsqu'ils pensent les constitutions, les régimes, comme la démocratie, la monarchie, l'aristocratie, pour eux, c'est évident que ce sont des régimes dont aucun n'est éternel. Ils vont même parler de cycle. On passe d'une constitution à l'autre. Donc, finalement, chaque type de constitution est appelé à connaître une période de croissance, une apogée, puis un déclin, puis la constitution est remplacée par une autre. Alors, c'est une idée qui est très, très présente, qui parcourt l'histoire de l'Occident. Mais ce que j'observe, c'est qu'au XXe siècle, la théorie de la démocratie la représente comme l'aboutissement de l'histoire. Donc, il n'y a plus de cycle, il n'y a plus de déclin possible. Une fois que la démocratie est là, elle ne peut que s'approfondir. Donc, on n'a plus cette arrière-pensée cyclique qu'avaient les anciens, ou voire les gens de la Renaissance comme Machiavel. On ne peut pas envisager que la démocratie puisse mourir, qu'elle est soumise, comme tout autre régime, à une possibilité de déclin ou de déformation, etc. On en a fait l'histoire. On est arrivé. Ou même, il y a même certaines constitutions, comme celle de la loi fondamentale allemande, qui dit carrément que la démocratie est éternelle. On voit qu'elle est là, on ne peut même pas la changer constitutionnellement. Donc, c'est très présent dans la pensée contemporaine. Et on a la difficulté à penser que la démocratie peut effectivement évoluer vers autre chose qui lui serait antithétique. Ça, c'est mon commentaire plus général. La démocratie, oui, mais quel type de démocratie après 1849? On a parlé donc d'un oubli. À mon avis, il y a deux oublis importants. L'oubli autour donc, de cet incendie et probablement la période, les 4 mois dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais il y a un oubli peut-être aussi intéressant qui entoure tout le régime d'union. Ce n'est pas le régime très étudié. En sciences politiques, c'est à peine si on le mentionne. Mais j'ai quand même observé que, je crois que c'est un historien, dont j'oublie le nom, a utilisé un concept fondamental de la science politique pour l'appliquer au régime de l'Union qui va se développer justement après l'incendie. Il va dire, cet historien, que le Canada uni va développer ce type de démocratie qu'on appelle dans la littérature des démocraties consociatives. Qu'est-ce que c'est qu'une démocratie consociative? C'est un terme qui a été développé par un politologue hollandais, M. Leichhardt. Et bon, c'est un concept qu'il a développé en pensant au type de politique qu'on retrouvait en Hollande, où effectivement, il est très divisé entre communautés religieuses et politiques, où le pouvoir était finalement négocié, partagé entre ces différentes communautés et qui pouvait même se répartir les portefeuilles ministériels, les attributions, en fonction justement des appartenances communautaires. Alors, cet historien dit que c'est exactement ce que l'on voit dans le régime d'union, c'est-à-dire un système de partage de pouvoir entre finalement 2 communautés qui vont se répartir les postes ministériels et qui vont se diviser l'administration et même, d'une certaine façon, vont faire renaître les Hauts et Bas Canada sur le plan administratif alors qu'ils étaient censés être abolis. Et d'autres vont montrer que, par exemple, pendant le régime de l'Union, en fait, on assiste à un système de double veto. On ne peut pas adopter de loi dans les parlements itinérants, parce qu'ils vont être itinérants après l'incendie de Montréal. On ne pourra pas adopter de loi si elle ne requiert l'approbation de chacune des 2 communautés mises, comme vous le savez, à égalité en 1840 au détriment du Canada français. Mais à partir justement des années 1850, les Britanniques deviennent majoritaires dans la population et soudainement, les Canadiens français qui sont minorisés se découvrent avec un immense pouvoir de veto qui justement ne fera plus l'affaire des gens du Haut-Canada et une partie des gens de Montréal, et ce qui va précipiter le déclin de ce régime justement de démocratie consociative. Et quand on a créé le Canada en 1867, je me souviens avoir lu certaines lettres qui avaient été envoyées à Londres justement au nouveau gouverneur général, et on lui avait dit « mettez fin
justement ces pratiques, à l'époque on n'utilisait pas le terme consociatif, mais justement cette pratique consistait à avoir 2 premiers ministres en même temps. Mettez fin à tout ça. Alors on avait reçu des instructions très nettes. Et justement, une des raisons pour lesquelles on a créé le Canada de 1967, c'est pour sortir de ce type de démocratie. Est-ce une bonne chose, mauvaise chose? On pourra en discuter. Vous avez quand même le droit de choisir un camp. Valériane aura un dernier commentaire, puis après ça, on va ouvrir aux questions. Je voulais rebondir sur un élément qu'Éric a mentionné. Quand on parle de santé démocratique, puis on part du passé d'un point, je dirais, assez traumatique, d'un point de vue historique. Aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète plus, c'est un élément dont Éric a parlé, c'est un peu genre le loup dans la bergerie. Ces politiciens, ces élites qui jouent le jeu démocratique, mais qui amènent des influences un petit peu pernicieuses. Et dans les études en sciences politiques, en comportement politique, on parle notamment d'hypocrisie démocratique. Donc de partis politiques, d'élites, qui font partie des parlements, des assemblées, et qui vont avoir ce relâchement démocratique, qui vont être prêts à un petit peu relâcher leur respect pour les valeurs et les normes démocratiques pour aller chercher des gains partisans. Et on voit ça beaucoup chez le Parti républicain aux États-Unis et un peu aussi chez le Parti conservateur au Canada, mais les autres partis, donc les démocrates et les libéraux, font ça aussi. Et donc là, je vois plus qu'une peur d'une grande rupture, d'un grand choc de la démocratie. Moi, ici, j'ai plus peur d'un glissement pernicieux, lent, auquel on s'habituerait un peu comme... je repense à Al Gore qui a fait genre de la sensibilisation par rapport au changement climatique, qui prenait cette image-là de la grenouille qui baigne dans un bain et au fur et à mesure, on augmente la température. Et la grenouille, elle ne se rend pas compte que l'eau est en train de chauffer petit à petit jusqu'à ce que ça brûle vraiment. Et vraiment, ici, au niveau de notre santé démocratique, moi, c'est plus ça qui me fait peur, ces petits accros, ces petites piqûres à la démocratie, à notre débat démocratique, parce qu'aussi, Éric, tu parlais de débat, de dialogue, des idées, d'être capable de se parler et d'échanger. Donc là, moi, je me mets en porte-à-faux par rapport à un événement comme 1849. Moi, j'ai moins peur des gros points de rupture que des petits accros. Mais avant d'aller à la discussion, moi, j'avais une question pour Jean, en fait. Je suis désolée. Madeleine, je suis en train de consécuter l'animation. Tout à l'heure, Jean, tu parlais de la violence et justement de la réponse à la violence. Et je trouve qu'il y a vraiment un parallèle hyper intéressant au niveau de la gestion et de la réponse des élites, des institutions à la violence entre ce qui s'est passé en 1849, le 6 janvier, le convoi à la liberté, etc. Donc, je pense que c'est un peu plus dans ton expertise. Je serais curieuse de t'entendre par rapport à ça. Ce qui m'a frappé en lisant sur les événements de 1849, c'est le rôle de certains médias comme The Gazette, par exemple, qui clairement incitaient à la violence. Des conférenciers plus tôt aujourd'hui ont mentionné que les journaux à l'époque, c'est pas comme les journaux aujourd'hui. C'était des instruments de partis politiques. Ils n'étaient pas neutres. Donc, c'est pas exactement le même contexte, mais ça m'a vraiment frappé de voir à quel point, justement, les élites semblaient inciter à la violence pour atteindre des buts politiques, pour des buts politiques clairs. Ils voulaient saboter l'ordre politique existant. Et puis, selon moi, c'est à ce moment, lorsque les élites commencent à soit ne pas dénoncer la violence ou commencent à la fomenter, ou vraiment on risque de, comme Valériane l'a dit, ne pas basculer complètement, mais on commence à sentir une lente érosion des normes. Si la politique devient de plus en plus violente, ça exacerbe la polarisation affective. Donc, les groupes se sentent de plus en plus menacés par leurs rivaux politiques. Quand on est dans une situation où on se sent menacé par son rival politique, on est prêt à faire entorse aux normes démocratiques pour, des fois, simplement se protéger. Dans la région que j'ai beaucoup étudiée, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, parfois,
la crainte, la peur mènent beaucoup de gens qui ont des valeurs libérales à la base à soutenir des coups d'État parce qu'ils ont peur de leurs rivaux politiques. Ils pensent que l'armée va les sauver d'une situation catastrophique. Et donc, cette polarisation affective qui est fomentée qui peut être fomentée par des élites, elle peut être extrêmement dommageable à la démocratie. Et puis, l'image de la grenouille que tu as mentionnée est particulièrement apte. Donc, c'est une situation où tranquillement, des normes sont brisées et puis on a un nouveau statu quo et puis l'année d'après, il y a une nouvelle norme qui est brisée. Et puis tranquillement, on s'enfonce dans une situation de plus en plus polarisée. Et puis, je suis parfaitement en accord. C'est ce qui m'inquiète personnellement, c'est cette lente marche vers une politique qui est de plus en plus... où la violence est de plus en plus acceptable, etc., etc. Mais c'est quelque chose qu'on note évidemment lorsque les politiciens refusent de condamner la violence. C'est un moment où on devrait commencer à se poser des questions